Bienvenue au balado Les solutions climatiques de Coop Carbone. Ici Olivia Vu, conseillère stratégique pour vous accueillir en direct de Forum Carbone qui se tient au manoir Montmorency à Québec. Organisée par Coop Carbone, cette 3e édition mobilise ses expertises en gestion de gaz à effet de serre, en mobilité, en agriculture durable et en milieu de vie à émissions réduites pour rendre concret le passage à l'action climatique des organisations de toute taille. Alors que nos sociétés font face à de nombreux défis devant les enjeux climatiques, le développement et la pérennisation économique des milieux industriels, touristiques et de l'agronomie sont au cœur des préoccupations. Pour inaugurer cette édition spéciale, je suis en compagnie de Bruno Marchand, maire de Québec, et de Julie White, présidente directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Bonjour, bonjour. 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 Alors, monsieur le maire, merci d'être avec nous. Donc, vraiment, en plus, une journée réjouissante. Oui. À 2 jours du début de la période électorale, quel est le premier bilan que vous dressez en matière d'environnement après 4 ans comme maire de la région de Québec, axé sur le développement économique? Je pense que d'un point de vue développement durable, on a fait plus que ce qu'on pensait pouvoir faire. Et c'est très lié à la question du développement économique. Mm-hmm. Pour moi, il n'y a pas de développement économique dorénavant, ou pratiquement pas, et ça va être de pire en pire si on n'est pas capable de lier au développement durable. Donc, développement durable, c'est pas quelque chose... J'entends des gens dire « Ah, ça, c'est une politique de gauche. » Ça n'a pas rapport, là. La planète est en train de se transformer économiquement pour aller vers le développement durable. Si on n'aide pas nos entreprises, si on n'aide pas notre communauté, si comme communauté, on ne s'aide pas, on va tirer dans le pied de nos entreprises parce qu'elles n'auront pas l'écosystème, elles n'auront pas le lieu pour être capables de prospérer, de faire valoir leur bilan, de faire valoir leur qualité, notamment leur qualité en matière de production, évidemment, mais production dans un cadre de développement durable. Les deux sont tellement liés que si on n'arrive pas, nous, à prendre un virage, et je pense qu'on y arrive, on va nuire à notre économie, on va nuire à nos entrepreneurs, on va nuire à nos entreprises et on va nuire à leurs travailleurs. Le bilan que je trace, c'est que ça bouscule. Ça bouscule, dire aux gens, on va transformer certaines pratiques, on va protéger la biosphère, on va travailler la mobilité, on va travailler des éléments comme la décarbonation, on va travailler des éléments comme la gestion des déchets. Ça bouscule de changer ces pratiques, ça bouscule quand tu dis, moi, j'étais bien, puis aujourd'hui, je peux plus faire ce que je faisais hier de la même façon. C'est vrai que c'est bousculant. Et il y a des gens là-dedans qui se disent, ben, j'ai envie de résister, puis on le comprend. Sauf que quand on regarde dans l'histoire du monde, tous ceux qui ont résisté au changement, particulièrement dans le monde économique, qui est un monde, j'ai envie de dire, très concurrentiel, mais ils ont perdu. Ils ont perdu pourquoi? Parce qu'attendre que les changements soient finis avant de se dire on va commencer à bouger, mais c'est laisser la place à d'autres. C'est laisser la place à des entreprises d'ailleurs. C'est laisser la place à d'autres d'avoir de meilleurs bilans que nous et d'être capable de faire plus de ventes, d'être capable de mieux se vendre, d'être capable d'avoir une meilleure attraction de talent, d'être capable d'attirer ici plus de capitaux. Si on veut faire ça, il faut être capable d'être en avant de la parade, il faut être capable de se positionner. Et comme ville, je pense qu'en 4 ans, on a fait les choix courageux, même si parfois c'est questionnant, pour faire en sorte qu'on puisse dire à notre monde, on va travailler à améliorer cet écosystème et à rendre ça plus facile pour vous de faire valoir ces bilans. Pas juste les bilans GS, mais l'ensemble de vos bilans en développement durable qui vous permettent de vous positionner de façon concurrentielle sur la scène québécoise, canadienne et mondiale. Et en termes, donc la ville a énormément fait en termes de financement aussi, puis pour bousculer et mettre des projets concrets. Ouais. Quels sont les 3 projets concrets dont vous êtes le plus fiers en 4 ans? C'est pas beaucoup, 4 ans en même temps? C'est rapide. Ouais. Ça a l'air long au départ. Oui, mais... Cligne des yeux, puis on est rendu au bout. Plusieurs. Alors, un premier... Il y en a tellement, là, mais un premier, c'est tout ce qu'on fait pour soutenir la décarbonation des édifices. On sait que c'est le 2e élément de production de GES dans notre ville. Comme ville, on a été même un acteur qu'on a voulu exemplaire. On économise maintenant des millions parce qu'on a décarboné certains de nos édifices, puis on travaille à le faire pour tous. On sauve des millions par année. Là. C'est énorme. Là. Mais de venir soutenir nos entreprises, de venir leur proposer des accompagnements, travailler avec des Coop Carbone de ce monde, pour moi, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça met le monde en mouvement, ça trouve des solutions pratiques. Ce qu'on a fait en cyclo-logistique pour faire en sorte qu'on puisse offrir à des entrepreneurs à travers Coop Carbone, mais à travers des Purolators de ce monde qui ont embarqué, à travers un paquet de transporteurs qui ont embarqué, de venir dire, on va pouvoir le dernier kilomètre ou même parfois plus, vous offrir à vos clients, vous allez pouvoir l'offrir à vos clients de le faire décarboner. Donc, d'avoir une offre intéressante pour des clients qui veulent ça et
pour vous de mieux réussir à le vendre. Ça, pour moi, c'est intéressant. C'est plein de potentiel. Le projet d'espace de logistique urbaine, justement. Exactement. Donc, Oui. avoir un espace de logistique qui est centralisé où des entreprises de courrier peuvent venir prendre, déposer et gérer la manutention de certaines productions, le livrer de façon carboneutre. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui rend fier. Ce qu'on fait sur la mobilité, c'est parfois mal compris, mais on le fait aussi pour les entreprises. Une entreprise qui est capable de proposer des façons différentes de se déplacer, que ce soit pour venir travailler ou que ce soit pour venir livrer ses produits, elle attire de nouveaux travailleurs. Elle attire des jeunes travailleurs qui exigent ça. Elle attire une clientèle qui exige de voir quel est ton bilan environnemental. Et on le disait tantôt, là, bientôt, là, ça va être des taux d'intérêt qui vont être plus élevés si on n'est pas capable de faire la démonstration de notre développement durable. Ça va être des prêteurs qui ne seront plus là. Ça va être des clients qui ne seront plus là. Alors, d'être capable d'être en avant de la parade, c'est dire pendant qu'on a du temps pour bâtir ça, il faut le faire maintenant parce que dans 10 ans, il va être trop tard. Et si on commence à y penser dans 10 ans, nos entreprises vont en avoir souffert bientôt. Mais justement, en parlant d'entreprise, la ville de Québec se concentre beaucoup sur le milieu manufacturier, justement l'industrie manufacturière. Ouais. Est-ce que cette industrie-là fait part de ses inquiétudes, justement, à propos de la transition? Est-ce que... Oui. Oui, Oui et non, parce dans qu'il y a le sens- quand même une relève aussi entrepreneuriale Oui. qui se... Alors, oui et non au sens, oui, parce que ça concerne plusieurs. Non au sens, c'est parfois difficile pour certains, voire plusieurs, de voir par où ils prennent ça. Par où ils commencer? attaquent ça. Ouais. Vous êtes une entreprise, supposons que vous êtes une entreprise manufacturière, faites des portes et fenêtres. Vous n'avez pas dans votre expertise, dans vos années d'expertise, quelqu'un pour vous aider en comment on fait en développement durable, comment on fait pour avoir un produit qui est plus développement durable, comment on s'approvisionne différemment, comment on le livre différemment. Pour certains, c'est comme l'équivalent d'avoir une autre entreprise. Ces changements-là sont tellement importants que c'est comme si on leur disait, tu passes d'une entreprise de portes et fenêtres, maintenant tu vas vendre des pommes. Mais c'est pas qu'ils sont, cons, là, parce que c'est vrai que ça impose dans les chaînes d'approvisionnement, ça impose dans la logistique de leur entreprise, dans la production, un paquet d'éléments qui font en sorte que la coupe, là, elle peut être grosse à avaler. Là. Pour certains, c'est l'océan à avaler parce que c'est vrai que ça impose une transformation pratique. Et ils n'ont pas les expertises internes pour dire, ben oui, voici par où on va commencer, petit pas par petit pas, on va y arriver. Donc, moi, je pense qu'il y a une sensibilité. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le veulent. Je pense que certaines entreprises attendent d'être obligées, attendent parfois la dernière minute, puis ça s'explique. Donc, nous, on a un travail à faire d'aider à accompagner. Pas nous seuls, des fédérations, des rassemblements, des chambres de commerce, on a accompagné. Puis prenons juste un exemple sur l'économie circulaire. Il se perd présentement des capitaux. Là. Il se perd de l'argent parce qu'on jette des choses, des extraits de l'un qui pourraient être les intrants de l'autre. Et parce qu'on ne sait pas où les envoyer. Parce que avant, c'était quoi? Tu avais un déchet, tu le mets à la poubelle, puis il disparaît, puis tu n'as pas à t'en soucier. Maintenant, on s'est aperçu que, bon, c'est pas vrai qu'on n'a pas à s'en soucier, il faut l'enfouir quelque part, il faut le brûler. Donc, déjà, ça a des conséquences. Mais maintenant, on a un double problème. C'est qu'en plus, on ne fait pas de l'argent avec ces déchets-là, on pourrait en faire. Premier problème. Mais deuxième problème, c'est qu'on est obligé parfois de s'approvisionner sur des chaînes d'approvisionnement longues, d'intrants qui viennent de loin, alors que l'extrant d'un pourrait nous aider et il est à côté. Mais on ne le sait pas. Ça n'existe pas beaucoup, ces cartographies d'intrants et d'extrants entre entreprises. Donc, le déchet de l'un, ça devient très difficile qu'il devienne la matière première de l'autre. On a à travailler ça. Vraiment. On a à travailler ça pour rendre ça facile à nos entreprises. Je pense qu'elles sont volontaires, mais je pense qu'elles sont, pour certaines, perdues dans où c'est que je m'approvisionne, qui a cet extra-là. Mais après, oublions pas que ça amène des enjeux, là. Parce que la machine de production pour laquelle on amène de nouveaux intrants qui ne sont pas toujours faits avec la même matière, elle mérite d'être adaptée, là. Fait que c'est d'autres investissements dans la chaîne de production qui font en sorte que l'entrepreneur, il a beau vouloir, s'il est obligé de changer 1, 2, 10 20 de sa machinerie, c'est des coûts. C'est de l'expertise que ces travailleurs n'ont pas parce que c'est une nouvelle façon de produire. Oui. Je vais vous donner juste un exemple à la ville qui est banal. On nous dit, pourquoi vous n'utilisez pas de l'eau de pluie pour arroser les rues au printemps lorsqu'on fait le ménage? Ça semble super logique, super facile. Alors, supposons qu'on est une entreprise. On prend l'eau de pluie, on la met dans nos machines, on nettoie les rues avec l'eau de pluie. Ah non, c'est pas le même, ça marche. Parce que nos balayeuses sont seulement garanties si on les fait fonctionner avec de l'eau propre et non de l'eau de pluie. Et donc, la mécanique intérieure n'est pas faite pour travailler avec l'eau de pluie. Donc, plus de bris, mais aussi plus de garantie. Alors, l'idée qui est bonne au départ, on se dit tous, ben oui, l'eau de pluie, elle tombe du ciel, on pourrait la prendre. Facile. Pas utiliser de l'eau propre qu'on a
C'est logique. C'est logique. Ouais. Mais l'entrepreneur, c'est la même chose. Puis Julie pourra en parler. Il vit aussi ces mêmes défis où il se dit, oui, ça me semblerait naturel. C'est pas toujours simple. En fait, c'est pas souvent simple. Alors, je pense que la volonté est en général là. Je pense maintenant qu'il faut rapprocher la volonté des résultats. Il faut continuer de démontrer les bénéfices, mais surtout, pas par pas, comment on fait pour accompagner, aider, soutenir, pour que cette chaîne de production puisse devenir de plus en plus durable. Oui. Eh bien, c'est le bon moment justement pour transitionner vers Madame White. Justement, merci de participer à ce podcast. Ça fait plaisir. Donc, vraiment, d'être avec vous. Vraiment, c'est précieux en fait comme moment parce que on vit vraiment un moment charnière comme société et justement vous à l'heure des nouveaux tarifs douaniers, la grève des transports et encore d'autres enjeux, vous représentez quand même plus de 1000 entreprises manufacturières québécoises et vous êtes une des invitées principales de Forum Carbone. Alors, comme dit Monsieur Marchand, vos membres sont préoccupés par cette transition, puis pour l'après aussi, pour la pérennisation, j'imagine. Oui, bien sûr. Puis ce que M. Marchand disait, c'est vrai. La plupart sont sensibilisés. On a ceux qui y croyaient déjà il y a très longtemps, qui sont en marche, qui ont fait leur démarche, puis qui sont très avancés dans les processus. Puis là, on a l'autre bassin d'entreprises qui regardait ça peut-être un peu avec scepticisme il y a quelques années, mais là, qui se sont engagés, qui se rendent compte qu'ils n'auront pas le choix de passer à la prochaine étape pour un paquet de raisons. Que ce soit pour une raison de coût, hein, quand on parle de améliorer les processus, efficacité énergétique, il y a des retours sur investissement très importants à faire ces transformations-là. Que ce soit parce que leurs fournisseurs ou leurs acheteurs leur demandent aussi dans les processus d'être plus efficaces. Le financement aussi vient avec l'attrait d'avoir des politiques ESG en général, là, je vais dire comme ça, qui sont plus positives. Puis nous, on pousse même beaucoup pour que les contrats publics, pas juste dans les villes, mais aussi dans les gouvernements, prennent en compte ces facteurs-là, ce qui est aussi une façon de mettre de l'avant l'approvisionnement local. Donc, les entreprises ils le voient qu'ils peuvent faire de l'économie circulaire. Ils le voient qu'ils peuvent faire des efforts importants en économie d'énergie, qu'il y a différentes façons de voir les procédés, mais c'est par où commencer. Puis c'est là la très, très grande difficulté pour la plupart, surtout dans le contexte économique actuel où les investissements sont sur pause dans la majorité des domaines. Donc, comment on les convainc aujourd'hui alors qu'on n'est pas capable nécessairement de faire des investissements partout, que c'est la bonne chose à faire actuellement? Mais c'est ça le défi qu'on a pour les prochains mois, les prochaines années. Il y a cette pression-là macro, mais au niveau justement de la population, des acheteurs, des consommateurs, est-ce qu'il y a aussi une pression qui vient justement de cette partie-là? C'est une excellente question, puis on pourrait penser que oui, mais c'est plutôt limité. Les coûts de production demeurent l'élément, l'intrant que les consommateurs choisissent en premier. Donc, il faut être capable, c'est important pour moi de démontrer que ces efforts-là en diminution des GES ont une plus-value économique pour les entreprises. C'est pas juste un investissement, ils sont capables d'avoir un retour sur investissement rapide et important. Ce fameux ROI qu'on parle dans le monde économique, il est critique. Il faut être capable de le démontrer, puis de le démontrer assez rapidement. On le voit que ces efforts-là se font vite, par exemple, versus implanter une nouvelle ligne de production, puis que ça peut prendre 5 ans d'avoir ton ROI. Bien, dans certains efforts de diminution des GES, ça prend 1 an, 2 ans, puis les entrepreneurs le voient rapidement. Ça peut être rapide, ça peut être très rapide et c'est important de le démontrer. Et c'est important dans la façon dont on approche les entreprises pour leur parler de ça, d'en parler aussi en termes financiers. Pas parce que les entreprises pensent juste à l'argent, mais c'est une composante importante. Quand on est un entrepreneur, il faut survivre, on a des employés, on a des gens. Faire les choses juste pour les bonnes raisons, c'est pas toujours évident. C'est que de démontrer ce retour sur investissement-là est important. Puis l'autre bonne nouvelle, puis qu'ils connaissent très peu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes d'aide pour soutenir ces éléments-là. Le financement public. Le financement public, que ce soit la Ville, Énergir, Hydro-Québec, le gouvernement. Les gens que j'ai rencontrés dans les dernières semaines qui ont fait beaucoup d'avancements dans ces plans-là, ils me disent ça nous revient à presque rien d'investissement. On a beaucoup de soutien. Donc, il faut être capable d'en parler
aussi en termes financiers de cet enjeu-là. Puis je pense que c'est ça qui va faire avancer beaucoup d'entrepreneurs dans cette vision-là, parce que c'est pas qu'ils pensent pas que c'est bon, ils savent que c'est bon. C'est plus comment on est capable de l'insérer dans notre plan annuel, s'assurer qu'à chaque année, on a des mesures de prévues, puis s'assurer qu'on ne mette pas en péril les coûts de production, le reste de l'entreprise parce qu'on fait ces efforts-là. Mais moi, je pense que c'est faisable. Et justement, le ratio, justement, sur 1000 entreprises, il y a combien de pourcentage des entreprises qui sont en marche? Je dirais que dans nos membres, là, tout le monde est en marche. Wow, mais tout le monde est en marche à une variété de niveaux très importante. Je pense que le plus évident pour tout le monde, c'est la question de l'efficacité énergétique. Tout le monde a des intrants, paye de l'électricité, paye du gaz naturel pour faire leur production. Donc ça, c'est quelque chose qui est regardé très rapidement par les entreprises. Si on regarde là, qu'est-ce qu'on peut faire en premier, mais après ça, on a des exemples qui vont jusqu'à... J'étais chez Technion, Roy et Breton à Montmagny la semaine passée, une usine, ils font des meubles, mais ils font aussi des parois en verre, comment ils réutilisent le verre qui est brisé, comment ils ont trouvé un approvisionnement, comment ils réutilisent toute l'eau dans leur circuit fermé pour être capable d'approvisionner leur machine, comment même les étiquettes qu'ils mettent sur les produits, là, derrière des étiquettes, ils le vendent à Soprema, qui l'utilisent pour faire des panneaux isolants. Toute cette réflexion-là, beaucoup plus longue, ben c'est ceux qui l'avaient vraiment dans leur leadership organisationnel, que les leaders y croyaient déjà, pas depuis 5 ans, mais depuis 15 25 ans. Se sont bâtis justement des équipes dédiées pour le faire ou qui ont été chercher l'expertise interne parce qu'il y avait les moyens. Donc, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est tout le monde est engagé, mais tout le monde est engagé à un niveau qui est très différent. Il faut amener ceux qui le sont moins, avoir les bons exemples. Tu sais, nous, on travaille beaucoup en mode inspirationnel. Exactement. Excellence opérationnelle, benchmarking pour s'assurer que les membres voient que ça se fait d'une façon qui est correcte. C'est pas oui, c'est une montagne, là, puis il faut la voir mais un petit mont. Pas une très, très, très haute montagne, qui puisse voir des exemples que ça s'est bien fait, que ça s'est bien implanté. Puis ça a un avantage non seulement sur les coûts, mais aussi, on parlait de la main-d'œuvre, là. On est rendu là aussi, on a besoin dans notre marque employeur, si on veut attirer des gens dans un secteur qui a des difficultés importantes de main-d'œuvre, d'avoir aussi ça dans son panier de choses à offrir. Mais justement, parlant d'inspiration, avez-vous une entreprise en particulier dont vous aimeriez partager justement le succès? Mais je vous ai parlé de Technion, Roy et Breton, mais je vous parlerai aussi beaucoup de Soprema. Soprema qui non seulement utilise du matériel recyclé, là, des déchets qu'ils réutilisent comme l'exemple là, que je vous ai dit, mais qui fait aussi des panneaux isolants et qui se concentre beaucoup sur comment aider les bâtiments à être plus efficaces. Donc, ils ont la double, je vais dire, les deux éléments. Double vocation. La recherche et développement pour s'assurer d'améliorer leurs produits et benchmarker, excusez mon expression anglaise, mais benchmarker le tout afin d'avoir des bâtiments plus propres et que eux, dans leur processus, l'intègrent aussi. C'est vraiment une entreprise intéressante à regarder qui est très bien établie dans le coin de Drummondville, Victoriaville, oui, dans le centre du Québec. C'est pas un éléphant? C'est l'éléphant que vous voyez sur le bord de la Vin, oui. Ben oui, très bien, je vois. Et aussi, chez Soprema, Richard Voyer, qui est le vice-président Amérique du Nord, il est très orienté là-dedans. Il le voit, il a cette vision-là et il l'a aussi transmise à son équipe. Qu'on fait pas juste des panneaux pour faire des panneaux, on fait des panneaux isolants, mais on a notre responsabilité corporative. Oui. Exactement. Donc, puis chez Technion, Roy Breton, plus près aussi, c'est un peu ça. Frédéric Marié, qui est responsable, l'incarne lui-même. Il le croit depuis le début des années 2000, qui a engagé l'entreprise là-dedans. Ça fait toute la différence. Ceux-là, c'est les convaincus. Maintenant, c'est les moins convaincus qu'il faut qu'on amène à la bonne place. Puis c'est là à eux qu'il faut qu'on parle beaucoup en termes économiques, plus-value en retour sur investissement, programme d'aide, facilité. Oui, pérennité. Donc là, ce que je retiens justement, c'est vraiment la force de la collectivité pour accompagner notre monde, nos entreprises à grandir puis à être pérennes. Oui. Et au niveau aussi individuel, je pense qu'aussi on a notre force. Et là, je finirai avec cette question à chacun de vous deux. Donc, si vous devez conseiller quelqu'un de proche, qui est peut-être un peu plus réfractaire, on va dire, ou qui ne sait pas, pour passer rapidement à l'action pour le climat, que lui direz-vous? Donc, Monsieur le maire, Madame White.
En fait, c'est la même chose que n'importe quel changement dans une vie. Que ce soit l'activité physique, que ce soit ajouter des légumes ou des fruits, peu importe. Julie en parlait. Si on dit aux gens, vous devez commencer l'activité physique et on s'attend de vous que vous fassiez un marathon, c'est un passeport. Non, mais c'est ça. C'est mort parce que personne ne s'inscrit dans une course si on sait qu'on n'a pas de chance de réussir. Puis là, il faut voir la métaphore de la course à tous les niveaux aussi. Je vous dis, si on me dit, moi, il faut que je change mes habitudes de vie, il faut que je dorme plus, mais je n'ai pas l'impression que je pourrais y arriver, je vais certainement soit me mettre en échec, pas commencer, trouver des raisons pour retarder le changement. Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est, je pense, éviter de rentrer en opposition avec cette idée de « il le faut », tu devrais, non, être dans ce mode où le changement vient de l'extérieur et obligé. Je pense pas que ça aide. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sentent cette pression-là et qui ont l'impression qu'à travers certaines visions du changement, c'est comme si on leur imposait ça. Moi, c'est pas ça que je veux faire. J'ai juste envie de dire aux gens où tu pourrais commencer. C'est quoi le premier geste? C'est quoi le deuxième? Qui fait en sorte que si tu vis un succès, tu as envie de continuer. Alors, quelqu'un qui fait pas d'activité dans sa vie, il n'a pas besoin de partir courir 5 km, il n'a pas besoin d'aller nager 10 km ou de faire 100 km de vélo. Ça n'a pas rapport. Mais quelle activité là-dedans te plaît? Puis qu'est-ce que tu pourrais faire 5 minutes aujourd'hui que 5 minutes de plus qu'hier? Et c'est ça c'est la mise en mouvement, le succès, qui fait en sorte qu'à travers de petites démarches, on réussit à faire de grandes choses. Et ce sera à la personne de décider jusqu'où s'arrêteront ces grandes choses. Si on dit à l'enfant qui apprend à marcher, tu devrais courir, il va rester assis sur sa couche. Il fait quelques premiers pas, il tombe, fait quelques autres pas, il retombe, puis à un moment donné, ben, comme nous autres, il marche. C'est possible, c'est accessible à tout le monde. Maintenant, à toi de voir où tu vas commencer, puis commence petit. Commence petit. L'espèce d'idéal, là, puis c'est la même affaire pour les entreprises, selon moi, de voir une entreprise qui doit commencer, se dire hey, il faudrait que je transforme toute ma chaîne d'approvisionnement, toute ma chaîne de production. Il n'y a pas d'entreprise qui peut prendre ce risque-là du jour au lendemain. Je transforme tout ce que je fais depuis 30 ans. OK, mais ils sont où les premiers ingrédients à la réussite? Ils sont où les premières pièces de mouvement? Elle est où la première innovation que tu peux ajouter? Puis de là, ça fera probablement boule de neige. Et je termine en disant, il faut que le changement, ce soit quelque chose de le fun, de beau. Il y a quelque chose de stimulant à ça. C'est pas juste quelque chose qui nous est imposé. Si on change parce que c'est quelqu'un qui nous dit, tu devrais te mettre en forme, cette mobilisation extrinsèque, elle ne nous atteint pas. C'est la mobilisation intrinsèque qui est la plus porteuse, celle qui vient de l'intérieur de nous. Je vais changer un peu sur ça. Je vais choisir ça. Là. Ça, moi, c'est cet endroit-là que je vais choisir. Je vais faire ça, puis après, on verra. Madame White? Moi, je dirais sur la patience, puis aussi d'avoir un peu de résilience interne. Le changement, c'est dur. M. Marchand le dit, c'est vrai. Nos entreprises particulièrement, puis là, je vais parler pour le secteur notamment, là, ils ont beaucoup de transformations, que ce soit technologique, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'éléments qui arrivent en même temps. Au lieu de les voir comme des éléments séparés, voyons-les ensemble. Voyons-les comme un tout. On veut améliorer la productivité, mais peut-être qu'il y a des efforts qu'on fait pour les GES qui vont être des éléments d'amélioration de la productivité dans notre chaîne d'approvisionnement. Si on installe une technologie, peut-être ça va de l'intelligence artificielle sur un certain segment de la production. Peut-être que ça va avoir un impact sur les GES, puis qu'on est capable de le voir comme un tout. C'est que la première chose, résilience, là, paniquons pas, regardons-le comme un tout. Et je pense que c'est là qu'on va être capable de voir que ces gestes-là affectent plusieurs éléments, soit de notre vie ou soit de notre entreprise, mais aussi un peu de patience. Il faut être patient. Patient, je veux dire, patient dans l'impatience. Hein? Il faut quand même forcer ces changements-là, mais allez-y une étape à la fois. Prenez le temps de vous informer, que ce soit sur un niveau personnel. Il y a plein de choses pour nous accompagner à la maison, dans notre consommation d'énergie, dans la façon dont on gère nos déchets. Même à la maison, c'est la même chose dans les entreprises. Il faut prendre le temps de s'informer, puis d'être patient, d'y aller une étape à la fois. Je peux rajouter? Oui, absolument. Sur la mobilité, c'est la même chose. Les gens pensent qu'ils devraient marcher pour aller au bureau tous les jours. Sinon, ils sont pas bons. Ou ils devraient faire du vélo tous les jours ou de prendre l'autobus tous les jours. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir du plaisir. Il fait beau une journée. Pourquoi pas le faire à la marche cette journée-là une fois dans le mois? Pourquoi pas le faire en vélo si c'est le vélo qui vous plaît? Pourquoi pas le faire autrement? Essayez l'autobus une fois dans le mois. Ce qui compte, c'est pas de le faire 30 fois ou 60 fois dans le mois, c'est de le faire une fois de plus
que le mois passé, que l'année passée. Et cette mise en mouvement, ah non, l'autobus, c'est pas pour moi, pour X raisons, dans mon contexte, c'est pas pratique. Je vais essayer de le marcher. Ah, j'aime pas, un peu, ça dépend. Quand il fait beau, quand il fait pas beau, l'été plus l'hiver. Il faut arrêter, on voit beaucoup là-dedans des ou, il faut voir des et. Il faut voir ce cumul de moyens, notamment en mobilité, je peux prendre ma voiture 95% du temps, puis certains moments, certaines journées, j'essaye quelque chose d'autre, puis je verrai si c'est pour moi ou pas. Donc, vraiment de la patience, se dépasser. Je pense que l'addition est importante là-dedans. Oui, vraiment. Une addition de gestes, c'est pas un seul geste qui va changer l'ensemble de l'œuvre, mais si on y va puis on prend le temps de les analyser de la bonne façon, ben là, on va plus réussir, puis ça va être beaucoup moins décourageant dans la gestion du changement. Absolument. Très bien, merci beaucoup. Donc, merci d'avoir été avec la première partie des solutions climatiques de COP Carbone et nos deux invités, le maire Bruno Marchand, Julie White, présidente et directrice générale des manufacturiers et exportateurs du Québec. Restez avec nous pour la deuxième partie des solutions climatiques avec 2 projets de COP Carbone, l'espace réemploi et les quartiers bas carbone. Merci. Merci.